Et salut tout le monde. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines, je participe à un projet radio avec pas mal de membres du CCU, dont Reggie Le Gorilla, Critique Masqué, Perlou Navé, Valou Artworks, Ivan Martin, les cousins font leur cinéma, mais aussi normalement invité de dernière minute, le Captain Popcorn. Nous avons tourné des émissions sous forme de critiques débat qui seront diffusées en podcast et je vous partage un maximum de choses dans la description. Et j'ai l'honneur d'ouvrir le bal et par cette occasion je vous ai préparé une petite vidéo où l'on va parler de Dunkerque. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film et c'est parti. C'est la toute première critique avec Guillaume, alias Mr. Clapman. Et je suis très content de te recevoir. Mais très content d'être reçu aussi par tes soins. C'est assez particulier de recevoir quelqu'un qui vient de débuter, puisqu'avec Gaëtan, on se le dit souvent, on est quand même tout nouveau nous aussi. On entend un petit peu parler de la radio, etc. par rapport à qui l'on amène. Et c'est vrai que l'on reçoive des gens plus ou moins connus ou inconnus. Il est vrai que ça fait toujours quelque chose de connaître quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu viens d'arriver sur la plateforme qu'est YouTube. C'est ça. Et pourtant, c'est un putain de plaisir. Ça a plutôt bien débuté. Donc je remercie encore tous les abonnés qui sont là. Et voilà, pourvu que ça dure. Et je suis très content de vous avoir rejoint aujourd'hui pour qu'on puisse parler de Dunkerque. Ah oui, Dunkerque. Et puis pour ce projet fou aussi qui... Je sais pas, je crois que c'est ton premier, c'est ça ? Oui, c'est le premier projet que je fais en dehors de la chaîne YouTube. Donc forcément, c'est ultra marquant. Du coup, tu vas te réintégrer avec d'autres... Mais vous faites partie de l'histoire. Ouais, voilà, c'est le feu. Et donc pour ce faire, donc tu es venu, tu nous as apporté tout ton matos. Et il est vrai que tu m'as aussi apporté une pointe d'envie, celle de faire découvrir le film de Nolan, Dunkerque, son tout dernier. C'est ça. Et la grande question, qu'a pensé Guillaume, Mr. Clapman, de ce dernier Nolan ? Alors, ce que j'en ai pensé de Dunkerque, alors, premièrement, oui, je suis un grand fan de Nolan. Ça, c'est plus à prouver. Donc, j'ai suivi, bien évidemment, tous ses films. La sortie d'un Nolan au cinéma, ça peut être comme une sortie d'un Marvel. C'est un rendez-vous qui est pris. Donc, maintenant, tous les 3 ans environ, j'ai adoré Interstellar, j'adore Inception, j'adore la trilogie Batman. J'aime beaucoup le Prestige, on n'en parle pas assez. Bien sûr, Memento et Insomnia aussi. Insomnia, peut-être que c'est son film le moins marquant, mais au final, c'est une filmographie qui est vraiment très impressionnante. Donc j'aime beaucoup le personnage, j'aime la mise en scène, ses collaborations avec Hans Zimmer, parce qu'Hans Zimmer est toujours sur les films de Christopher Nolan depuis longtemps. Il y a que, je crois, c'est le Prestige, le dernier film où il n'était pas dessus. Non, très fan du monsieur. Et donc on arrive aujourd'hui à parler de Dunkerque qui est sorti l'année dernière. Et j'ai un avis assez paradoxal sur ce film. Alors ce qui se passe, c'est que j'ai pas pris une baffe monstrueuse en allant voir Dunkerque, mais par contre j'ai l'impression d'avoir vu le film le plus abouti de Christopher Nolan. D'accord. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Alors, il y a différentes sortes d'aboutissements. Est-ce qu'il est abouti dans sa construction de scénario, avec, on en parlera évidemment, tout ce montage qui a été fait, ou est-ce qu'il est abouti dans une vie de réalisateur ? Peut-être que, si on parle pas d'aboutissement, on parle peut-être plus de maîtrise. Alors, il est maîtrisé, mais ça, voilà. c'est un secret pour Nolan. Ouais, mais c'est ça qui est quand même assez fou aussi avec ce mec, c'est de se dire que le mec, t'as l'impression qu'il va jamais rater un film de sa vie, quoi. Le mec, dès qu'il te sort un film, ça peut même pas être moyen, t'as l'impression. Pourtant, Dunkerque divise quand même. Dunkerque va diviser parce que c'est son film le moins grand public. Donc ça se voit déjà au niveau des choix des acteurs. Il a pris pas mal d'acteurs, dont britanniques, qu'il a choisi aussi de lancer. Je pense d'ailleurs à Harry Styles, qui s'en sort très bien d'ailleurs dans le film. C'était la première crainte des fans. Hein. Oui, un mec de One Direction qui arrive. C'est totalement fou. C'est un choix assez dingue qui a vraiment été assumé et il s'en tire vraiment très bien. Après, on retrouve certains habitués comme Tom Hardy ou Cillian Murphy. Cillian Murphy, je crois qu'on dit Cillian. Et non, ça marche bien. Après, oui, je comprends ce côté qui est un peu moins grand public par rapport au Batman ou Inception. Il y a aussi le fait que le film ait très peu de dialogue. Et ça aussi, qui est déjà dans la promotion, lorsque Nolan avait annoncé que ça serait un film pas muet, mais il y aurait très peu de dialogue, je pense que ça refroidit aussi pas mal de monde. Après, ça n'empêche pas le film aussi d'être un succès. Il a dépassé les 500 millions de dollars. Pour un film comme ça, avec un casting, avec pas vraiment de grosses têtes d'affiche et sans dialogue, comme je viens de le dire, au final, en fait, on se rend compte que le nom Christopher Nolan devient une marque, en gros, et que le fait de sortir un film simplement où il y a réalisé par Christopher Nolan, va déjà rapporter un certain nombre de personnes au cinéma. Est-ce que tu penses qu'1h30 pour Dunkerque, ça suffit ? Alors, totalement, et je suis content que ça n'ait pas été plus loin, parce que ça aurait peut-être pu être long si ça avait duré plus longtemps. Et on a ce côté
qui est très bien mis en avant, certainement aussi avec le montage qui alterne entre Jack, le montage qui est sur 3 timelines différents, sur 3 échelles différentes. On va passer une semaine sur Terre, un jour en mer et une heure en avion. Donc il y a toujours cette gestion du temps qui est intéressante dans les films de Nolan. Ça arrive à chaque fois, on a toujours cette gestion du temps, que ce soit dans Inception ou dans Interstellar aussi. Et donc ça crée déjà beaucoup de dynamisme au film. On a aussi au niveau du son le tic-tac qui est en continu, qui s'arrête d'ailleurs net à la fin. On a ce côté aussi course contre la montre qu'on peut ressentir pendant tout le film. Au final, c'est quelque chose qui est assez. Il y a beaucoup de tension qui est créée dans ce film, et au final, on est quand même assez content que ça se termine au bout d'1h40, parce que ça aurait pu être un peu long ensuite, je pense. Alors, Dunkerque, attention. Alors, j'attends ton avis. Ouloulou. Alors, le dernier film que j'ai vu de Nolan, c'était Interstellar. Et je pense que quand t'as vu Interstellar, tu as vécu une expérience, si tu l'as vu au cinéma, tu as vécu une expérience... Moi, c'est un de mes plus grands regrets de ma vie de cinéphile. Je déteste ce mot d'ailleurs. C'est un de mes plus grands regrets de ma vie de cinéphile. De ne pas avoir vu Interstellar au cinéma ? De ne pas avoir vu Interstellar en IMAX. Ah, moi non plus, je l'ai pas vu en IMAX. Bah oui, mais moi, je suis très déçu de ne pas l'avoir vu en IMAX, parce que oui, bien évidemment, j'ai pris une baffe monstrueuse. J'ai vécu une expérience énorme. Une expérience incroyable, et tout, mais même porté par la musique. On n'en parle pas assez de cette BO, mais je pense que c'est une des BO les plus importantes dans Zimmer, quoi. C'est en Zimmer. C'est ça aussi, mais fou. Moi, je suis totalement dingue. À chaque fois, de toute façon, qu'il y a un Nolan qui arrive, et je pense que c'est pour ça qu'aussi ça m'a fait tiquer. Quand j'ai vu le film, j'ai pas apprécié dès le départ. Je me suis dit, putain, c'est 1h30, c'est du puzzle, il y a pas de dialogue. C'est un biopic, mais on me représente quoi ? On me présente l'histoire de 4 personnes qui vivent la même histoire, donc ça pourrait faire différents points de vue. Mais au final, la guerre, c'est quand même l'horreur, on a la peur de mourir, etc. Et il n'y a pas de dialogue, donc j'ai un point de vue, de la vision, donc je vois. Mais vu qu'ils ne parlent pas, j'ai pas un point de vue... ça peut être perçu bien, mais ils illustrent rien, dans le sens où j'ai peur, ils vont pas le dire, ils ont peur, mais ça se voit, donc du coup, on laisse vraiment le spectateur choisir les émotions de ces personnages. Ça, c'est un bon point. Il y a ça, c'est très important ce que tu dis, parce que on en reparlera certainement dans une autre vidéo, dans une autre chronique sur Rampage, par rapport au show don't tell. Et c'est un film, alors le show don't tell, donc c'est le montrer, ne le dites pas, et c'est une technique de narration qui est totalement utilisée par le film, parce que oui, il y a peu de dialogue, mais on arrive à voir tout ce qui se passe à l'écran, donc dans les regards des personnages, dans la manière dont ils bougent, etc. On comprend tout ce qui se passe à l'écran, rien qu'avec le jeu des acteurs, et c'est quand même assez fou, quoi. Après, là où j'ai du coup un petit peu eu du mal, c'est vrai que c'est au niveau du montage. Oui. Ça m'a un peu... À un moment donné, c'est comme si en fait à chaque fois que tu as l'impression de toucher quelque chose du doigt, comme si tu avais l'impression de tenir le personnage avec toi et d'être en symbiose, on te le coupait pour te présenter quelqu'un d'autre. Et on peut dire ce qu'on veut, 1h30, hein. Oui. T'as 4 personnages. Ça veut dire que t'as environ 22 minutes, si ce n'est 23, 24 pour chaque personnage. Ça veut dire que tu as 23 minutes pour t'attacher, avoir un enjeu avec lui, le perdre ou pas. Oui, mais c'est pas du tout le but du film de créer une attache. Mais d'ailleurs, c'est peut-être ça le côté un peu paradoxal que j'ai envers ce film, où je dis que j'ai pas pris une baffe monumentale. C'est pas le Nolan qui va plus me marquer, mais j'ai l'impression que c'est son film le mieux maîtrisé. Et pourquoi est-ce que c'est le film duquel je me suis peut-être le moins attaché ? C'est peut-être parce qu'il n'y a pas cette attache au personnage, et peut-être c'est subjectif, mais peut-être que j'ai besoin de ça. Et au final, voilà, je te rejoins sur ce point. C'est pas le but du film. Le but du film, c'est une démonstration technique. On essaie de te représenter, donc un événement historique, ce que le film arrive à faire parfaitement. C'est vrai que voilà, cette histoire d'attache au personnage qui est totalement mise de côté, c'est un choix de Nolan. De toute façon, c'est pas un loupé de sa part, c'est un choix. Donc je pense que s'il avait voulu le faire, il aurait fait un film de 2h45 comme il a l'habitude de le faire. Donc moi sur ce point-là, au final, c'est un point que j'ai réussi à accepter avec le temps. Mais je me souviens qu'à la sortie en salle, pareil, il y a le temps qui te laisse digérer de Dunkerque. C'est ça. Et le temps où clac tout de suite. Et c'est vrai que Nolan, je l'aime pour ça, c'est que quand tu sors de la salle, tu es amoureux ou pas. Et avec le temps, c'est un film, c'est toujours des films comme Le Prestige. Le Prestige, quand je l'ai vu, donc j'étais Le Prestige, c'est dommage parce que du coup, vu qu'il y a une fin où c'est un peu un cliffhanger en mode clac, tout change. J'adore la fin. Mais tu sais, la première fois, tu pourras jamais revivre ta première fois. Parce que la première fois, tu savais pas. Non, mais ce qui est intéressant à chaque fois, c'est qu'au deuxième visionnage, tu arrives tu vois les différents. tous les indices. Et Le Prestige, on n'en parle pas assez, mais c'est fou
t'as l'impression que chaque dialogue est un indice Chaque mot par est- rapport au cliffhanger final. Et quand tu le regardes une deuxième fois, c'est fou de se dire. Et même une troisième fois, tu te dis, tiens, mais même là, la deuxième fois, je l'avais pas vu, Je quoi. l'ai vu 4 ou 5 fois et j'en retrouvais encore d'autres, quoi. Il y a des indices, tout le film, on va pas le dire parce que peut-être il y a des gens qui l'ont pas vu, voyez le Prestige. Mais ouais, c'est totalement fou à quel point le film, au niveau en termes d'écriture, est super bien travaillé et comment est amené le final et tous les indices qu'on te laisse sur ton chemin et que tu ne vois pas. Mais d'ailleurs, c'est ça, c'est le but. Le film est un film le film qui est sur la magie, est un tour de magie à lui tout seul, en gros. Et tu vois pas ce qui est en train de se passer. Mais c'est ça jusqu'à qui la est- révélation. Mais il y a avec Nolan, il y a cette relation avec l'enjeu qui est toujours assez importante dans le sens où ce n'est pas un enjeu banal. Dans le Prestige, il y a un enjeu, on va pas spoiler, mais voilà, il y a un enjeu. Dans les Batman, il y a une quête qui est encore plus aboutie puisque c'est en 3 films et chaque film amène sur une quête. Bien sûr. Voilà, mais là encore c'est un peu illustratif parce qu'on parle d'un super-héros donc c'est assez facile de comprendre. Mais tout de suite quand on passe sur du Interstellar, eh bien on remarque que l'enjeu et la relation qu'il mène avec son personnage est dingue parce que pour le coup la quête de notre acteur principal, je ne sais plus son nom. Matthew McConaughey. Voilà, merci. Et ben quand on arrive à Matthew McConaughey, quand on regarde ce qu'il recherche, on comprend pas forcément parce qu'à la fin, il y a beaucoup de gens qui sortent qui se disent waouh, la fin. Oui, la fin, c'est vrai qu'il y a, Ouh, loulou, il y a il est beaucoup- parti il y a- loin. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu du mal avec cette fin. Après, voilà, moi, c'est aussi quelque chose que je vais apprécier. Un film qui va perdurer dans le temps, qui va te faire réfléchir. C'est con, mais le coup de la toupie d'Inception, mais on en parle encore aujourd'hui. Bah quoi. oui. On a tout le monde à sa théorie. Pareil, t'as vu Inception, la relation qu'il a avec son réel, il y a toujours un réel qui met en. Il a toujours cette relation avec le réel. Et d'ailleurs, on voit dans Dunkerque Non, aussi. c'est pour ça que je voulais revenir à Dunkerque. C'est Nolan a une façon très à l'ancienne de créer du cinéma, dans le sens où il va éviter à tout prix les effets numériques, de mettre du CGI, etc. Donc on va plutôt jouer sur là pour Dunkerque par exemple, les bateaux qu'on voit dans le film n'ont pas été rajoutés de manière numérique, c'est vraiment des bateaux, il a loué une flotte le mec quoi. Donc on a vraiment dans Interstellar, la planète de neige, ils ont été tournés ça, je me rappelle plus, peut-être en Norvège ou en Islande, je sais plus, mais ils ont été tournés ça en décor réel. Quelques effets numériques en plus, quelques-uns. Et parce qu'il a besoin de ce réel pour le déconstruire. En fait, c'est ça. Il arrive à créer du réel, à créer de l'imaginaire à partir du réel. Et ça, c'est peut-être la phrase qui peut caractériser Nolan, comme pouvait le faire aussi Peter Jackson avec Le Seigneur des Anneaux en allant tourner les scènes en Nouvelle-Zélande. De toute façon, voilà, Inception, c'est évidemment le film en référence où il casse son réel. Et c'est vrai que du coup, si on reprend Dunkerque, le fait de casser en 4 parties, le fait de casser du coup une histoire en 4 éléments qui sont fondamentaux du coup, il y a un hommage aux soldats, mais il y a un hommage aussi à une temporalité, à montrer qu'au final, cette évacuation, elle s'est faite très rapidement. Et si ça nous a paru étouffant, si on n'en pouvait plus, si on en avait marre de voir autant de choses, il faut se dire que ces gens-là l'ont vraiment vécu. Et du coup, on a ce terme d'hommage, parce que pour le coup, là, le film, tu le ressens, tu le vis. Puis forcément, ça apporte une touche d'émotion et d'attache. Au final, c'est peut-être ça qui fait qu'on peut peut-être potentiellement s'attacher un minimum au personnage parce qu'on sait que c'est inspiré d'événements réels. Donc on va peut-être avoir cette attache qui va être un peu plus simple. Mais oui, en final, il a une façon de mettre en scène qui est grande. Il joue beaucoup sur la grandeur. On a des plans larges. Je me rappelle celle où l'acteur principal arrive sur la plage et qu'on voit tous ces figurants. Et rien que se dire ça aussi, au final les figurants il aurait pu les ajouter de manière numérique et non, au final il a vraiment fait une campagne pour recruter des figurants en France qui avaient déjà un certain profil type. Mais c'est fou, je me rappelle de ces plans avec toutes ces personnes. Le plan sur la digue aussi, ça aussi c'est intéressant parce que Nolan a beaucoup de problèmes à chaque fois avec ses figurants. Et je sais pas si t'avais vu ça, c'est sur la scène où t'as plein de personnes qui sont sur la digue, qui vont se retourner, qui vont voir un avion arriver et ils vont tous se baisser. Oui, voilà, je le vois très bien. Et bien il y a un figurant sur la gauche qui commence à sourire. Je sais pas si tu l'as vu ça, mais ça c'était dans le tout premier trailer, on le voyait et ça avait fait le buzz sur Twitter où on voyait un figurant qui regardait l'avion en rigolant quoi, alors qu'il y avait rien de drôle quoi. Et c'est pas la première fois que ça arrive à Nolan. Il a déjà eu beaucoup de problèmes comme ça avec ses figurants dans en même temps, t'as vu tout ce qu'il doit gérer. C'est ça, et il y a beaucoup de personnes. Est-ce qu'on peut en vouloir aux figurants de sourire parce qu'au final, il est en train de vivre une aventure énorme. C'est ça, je sais pas. C'était peut-être la première prise, tu sais pas. Je sais pas comment faire, mais après je me suis dit pourquoi il a bien dû se faire engueuler. Je me suis demandé pourquoi s'ils ont pas remplacé son visage numériquement. Enfin, on arrive à faire des trucs de fou maintenant au cinéma quand qu'on arrive à faire vivre Paul Walker pendant 4-5 scènes de plus dans Fast and Furious 7 ou dans Rogue One, on arrive à remettre Carrie Fisher, etc. Enfin, et je me suis demandé pourquoi ils sont pas remplacé ce visage, parce que oui, dans le film, au moment où le visage de ce mec qui va sourire se retourne, et ben on a un cut. Et on passe sur une scène où il y a un avion qui passe, je crois, et on revient sur cette scène où déjà la moitié de la digue est déjà à genoux. Et c'est dommage parce qu'on avait vraiment ce plan qui était totalement fou. Je sais pas s'ils l'ont coupé à cause de ce figurant, je pense.
Mais c'était un plan qui était vraiment assez fou. On voyait vraiment toute la digue et toutes ces personnes qui se baissent d'un coup. Et encore une fois, on a cet aspect de grandeur dans ses plans et dans son nombre de figurants, quoi, qui est assez dingue. Après, est-ce que tu le voyais vraiment en tant que meilleur film pour les Oscars? Est-ce que ça mérite un meilleur film? Et ben alors, ça aussi, les Oscars, j'allais y venir parce que Parce qu'en meilleur montage, mixage, tout ça, je veux bien. Oui, alors les meilleurs films. Les Oscars, moi, le meilleur montage, mixage et mixage sonore, montage sonore, ça, j'étais quasi sûr qu'ils les auraient. Meilleur film, j'avais un doute. Par contre, et c'est pas mon côté fanboy qui parle, mais je pense que Nolan pouvait concourir au meilleur réalisateur cette année. Je pense qu'il pouvait l'avoir. Mais l'avoir pour Dunkerque ou l'avoir pour tout ce qu'il a fait? L'avoir pour Dunkerque. D'accord. D'ailleurs, c'est le seul film où il est nommé aux Oscars pour meilleur réalisateur, il me semble, si je dis pas de bêtises, je pense que je dis pas de bêtises. C'est le seul film où, parce que je pense, oui, que c'est son film le mieux réalisé pour moi. C'est le film qui est mieux maîtrisé, peut-être parce qu'il est peut-être plus court et au final, voilà, tu maîtrises plus une œuvre plus courte qu'une œuvre qui va durer 3 heures. Mais non, moi, je pense que cette année, peut-être parce que la concurrence était un peu moins rude cette année, je dirais. Del Toro le mérite aussi pour La Forme de l'eau. Mais cette année, on n'a pas eu un mec comme Inarritu avec Birdman, qui te monte 2 heures de plan séquence, en gros 2 heures de faux plan séquence, où voilà, meilleur réalisateur c'est sûr, ou Damien Chazelle comme La La Land l'année précédente. Il y a eu des années où le meilleur réalisateur, tu l'as déjà, parce qu'il y en a un qui te sort un film où au niveau de la réalisation, tu peux pas faire mieux sur l'année de toute façon, c'est sûr déjà. Et pour ce Christopher Nolan et ce Dunkerque, moi j'avais ce petit espoir, j'étais peut-être un des seuls, mais j'avais ce petit espoir que Nolan puisse l'avoir pour Dunkerque. Et pas pour toute sa carrière, vraiment pour ce film. Tu penses que le prochain film de Nolan, il va donner quoi? Parce qu'il a tout exploré. Alors moi, Nolan, c'est vrai que c'est aussi un aspect qui est intéressant dans sa carrière, c'est qu'il va aller toucher à un film de magie, puis à de la science-fiction, puis au domaine du super-héros, puis à un film de guerre. Je sais pas quel est son prochain film, mais c'est vrai qu'on l'attend. C'est marrant, parce qu'on attend son prochain film comme on peut attendre... pour parler, allez, on va dire jeux vidéo, le prochain épisode d'Assassin's Creed et se demander dans quel pays ça va se dérouler, à quel moment. Et Nolan, c'est pareil, on attend vraiment ça. Donc je sais pas où va se dérouler, quel va être le prochain film de Nolan. Par contre, j'ai une grosse envie, c'est que Nolan réalise donc un nouveau film, puis ensuite qu'il récupère la saga James Bond. D'accord. Donc moi, je pense, de toute façon, le prochain James Bond, c'est le dernier de Daniel Craig, normalement. Oui. Ce sera fait par Danny Boyle, c'est sûr. Normalement, la saga James Bond va devoir chercher à se relancer par la suite. Donc, tu penses que Nolan derrière... Je sais qu'ils ont déjà eu des contacts avec Nolan. Enfin, je le sais. On l'a vu dans la presse. Et Nolan, de toute façon, l'a dit en 2 mots. En gros, Nolan, il a dit oui, mais au moment où il y aura quelque chose à recréer. Il va pas venir pour avoir des plus, quoi. Pour finir. Je pense que Nolan, ce qu'il a en tête, il est britannique en plus. Donc, de toute façon, je pense que ça lui parle très bien. Il a vraiment envie de récupérer James Bond. Donc, je pense que Nolan devrait récupérer, parce que c'est un nom qui marche et je pense que ils ont tout intérêt à prendre Nolan en tant que réalisateur, en plus d'être un bon réalisateur. Donc je pense que oui, on devrait retrouver Nolan après James Bond, après un nouveau film qui pourra travailler sur James Bond. Et j'espère pour une trilogie, un truc pas trop long. Ouais. Si on peut avoir, enfin, c'est comme Batman. En fait, ce qu'on a eu pour The Dark Knight. Ça serait bien de faire une histoire de James Bond qui dure un peu. Voilà, en fait, comment ça qui dure? Bah pas un nouveau chapitre à chaque fois, genre un chapitre qui fait peut-être 2 films ou 3 films. Tu vois ce que je veux dire? Je vois pas ce que tu veux dire. Enfin, moi, j'y vois vraiment une trilogie comme Batman, en gros. Ouais, c'est ça. Bah ouais, parce qu'aujourd'hui James Bond, là, ça sera du coup donc Spectre, c'était le 25e. L'année prochaine, c'est le 25e. Ok, bah tu vois, donc Nolan arrive pour le 26, qui commence une histoire avec un grand méchant. Oui, voilà, un truc sur les 3 films, quoi, en gros. Exactement. Ou un truc, je sais pas comment est-ce qu'il pourrait le faire, mais ouais, moi j'aimerais bien une trilogie James Bond, Nolan. Mais ouais, non, moi c'est vraiment un de mes plus grands souhaits. Par contre, qu'est-ce qu'il choisira pour incarner l'acteur? Parce qu'il a des acteurs fétiches comme Tom Hardy ou Cillian Murphy. T'imagines Tom Hardy en James Bond? Alors moi, je suis un amoureux de Tom Hardy. Mais c'est pas mon souhait dans le sens où on sort déjà d'un James Bond Daniel Craig un peu brut et on va se retrouver avec quasiment le même James Bond. Donc voilà, ça embête un peu. Par contre, je sais pas pourquoi, mais Idris Elba, ça me parle bien. Moi, j'ai rien contre un James Bond Black. Par contre, c'est vrai. Mais c'est ça le problème, c'est que je sais que ça va créer polémique. Enfin, on sait. C'est pas que je sais, c'est qu'on sait. Comme si tu mets un James Bond gay, hein, c'est pas possible. Si tu commences à mettre un James Bond qui tourne gay, c'est terminé. Ça va tuer la licence, quoi. C'est peut-être autre chose, mais c'est vrai qu'un James Bond Black, je pense que ça va. Quand tu commences à toucher des minorités et que tu prends un symbole et que tu le mets en. C'est très triste. Tu peux pas. C'est très triste. Surtout James Bond qui est là, c'est comme. Je pense qu'aujourd'hui, non, on sera pas prêt à accueillir ça. Je pense que le monde ne sera pas encore prêt à accepter ça. Par contre, si Tom Hiddleston, le mec qui joue Loki, cool. si tu l'as déjà vu en costume, et ben moi je trouve que voilà, ce mec, en tout cas, c'est le style de James Bond que j'aimerais avoir sous Nolan. Voilà, un James Bond un peu très classe.
Bah, classe, vous matez vous matez des photos de Tom Hiddleston en costume sur le web, mais vraiment pour moi il a le charisme qu'il faut pour incarner James Bond. Donc voilà. Et ben, en tout cas, peut-être le futur de Nolan, et en tout cas je l'espère à ce niveau-là. Et ben on l'espère tous. Peut-être que si Guillaume a eu raison ou pas, Ouais. on sait jamais. Vous l'aurez que- entendu ici. Voilà, exactement, on exclut. Eh bien, écoute, pour terminer cette petite rétrospective critique sur Dunkerque, qu'est-ce que tu as pensé, enfin, en quelques mots, de ce nouveau Nolan? De ce Dunkerque, c'est un film extrêmement bien maîtrisé, mais qui va diviser, bien sûr, à cause de son côté non grand public. Tu pourrais lui reprocher quoi? Ah, moi, objectivement, pas grand-chose. Objectivement. Subjectivement, peut-être avoir plus d'attache avec les personnages, mais objectivement, voilà, c'est pas ce que recherche Nolan. Donc pour moi, il y a pas grand-chose à dire sur ce film. C'est un très grand film qui va peut-être moins marquer cette décennie qu'Inception et Interstellar. Mais voilà, c'est quelque chose qui est de très très grand, et très content de retrouver Nolan et Hans Zimmer à la musique forcément à chaque fois. Eh bien, en tout cas, Guillaume, très content, moi, de t'avoir découvert, rencontré pour cette première critique. Et moi aussi. On se retrouve la semaine prochaine, tout comme nous, auditeurs. Et c'est ça. Et du coup, à une prochaine fois, ouais. Et du coup, à une prochaine fois. Et du coup, oui, à une prochaine fois, et avec plaisir. Hein.